Bonjour, Monsieur Ditry. Comment allez-vous? Alors, je vais bien par la grâce de Dieu. On s'excuse de vous avoir gardé pendant longtemps en studio. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je comprends que c'est la priorité au direct et je pense même que sûrement ce que Madame Nyakabi allait dire, c'est sûrement ce dont on doit parler là tout de suite. Donc, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ça fait la deuxième fois qu'on vous sollicite en direct. Nous vous avons invité aujourd'hui pour parler de la dette. La dette, vous savez qu'il y a tout un débat autour de la dette togolaise. Il y a le FMI qui sera dans nos murs, si nous le sommes déjà, pour un audit de la dette togolaise. Mais il y a peu de débats autour de cette question de la dette. Et c'est malheureusement, c'est ce que nous reprochons à notre société. Il n'y a pas suffisamment de débats sur les questions sensibles, les questions d'actualité, qui doivent mobiliser les intellectuels, les universitaires, les experts, pour expliquer à des mots terre à terre pourquoi nous en sommes en arrivés là et pourquoi les Togolais vont serrer encore beaucoup plus la ceinture par la faute des dirigeants. Donc, nous vous avons invité aujourd'hui pour faire cet exercice-là et j'espère qu'à la sortie de cet exercice-là, tous nos compatriotes qui sont actuellement branchés seront mieux renseignés sur ce que c'est que la dette et pourquoi aujourd'hui le Togo est dans une situation assez difficile. Alors, soyez les bienvenus. Merci. Alors, est-ce que de façon, c'est pas assez succincte, vous pouvez nous dire ce que c'est que la dette publique? Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais, avant même de rentrer dans la notion de la dette, rappeler quelques notions fondamentales de finances publiques. Il faut savoir que nous sommes tous au pays, au Togo, habitants d'un pays qui est dirigé par une équipe dirigeante qu'on appelle notamment le gouvernement, l'administration, les collectivités locales et les organismes publics. Donc, tous ces organismes-là, toutes ces entités publiques ont besoin de financement pour pouvoir fonctionner. D'accord? Et pour pouvoir fonctionner, comme je l'ai mis dans une première figure, nous devons, nous, en tant que citoyens, contribuer au financement de ces entités publiques. D'accord? Donc, la notion de dette publique provient d'une notion beaucoup plus large, qui est celle de la notion des finances publiques. Donc, pour simplifier à l'extrême, donc les finances publiques recouvrent l'ensemble des opérations économiques qui sont réalisées par l'appareil étatique. Donc, par appareil étatique, j'entends, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement, l'administration centrale, les collectivités locales et tous les organismes publics. Donc, chaque année, le gouvernement élabore ainsi un budget qui va servir à couvrir toutes ces opérations économiques. Et ce budget qui est élaboré, je vais simplifier là encore, passe à l'Assemblée nationale, il doit être analysé, il doit être voté par les députés avant de pouvoir être actionné. Et c'est ce budget qu'on appelle souvent la loi de finances, c'est ça? Et c'est voilà, exactement. Et c'est ce budget qu'on appelle la loi de finances. Une fois qu'il est validé par les parlementaires, elle devient donc une loi qui s'impose à l'État ainsi qu'aux contribuables. Et c'est ce qu'on appelle la loi de finances. Donc la loi de finances a plusieurs volets. Et le volet le volet financier, proprement dit, concerne donc le budget. Donc le budget est composé de deux grands blocs. Voilà, deux grands blocs qui servent à l'État de fonctionner. Le premier bloc, c'est les recettes. Et le deuxième bloc, c'est les dépenses. Les recettes vont regrouper donc toutes les ressources fiscales et non fiscales qui sont mobilisables par l'État. Donc, c'est toutes les entrées. Oui, les ressources fiscales et non fiscales, ça veut dire en termes terre à terre pour que nos compatriotes comprennent. Est-ce que ce sont les taxes qu'on prend au marché de Toti, au marché d'Agbadahonou, au grand marché? Est-ce que c'est la TVA qu'on prélève? Est-ce que c'est ci, c'est ça? Est-ce que ce sont ça?
Exactement, c'est exactement ça. Donc, on a eu la première catégorie qui est les ressources fiscales, qui sont tous les impôts, tous les taxes, tous les droits de douane, tous les petites redevances que vous payez au marché et tout ça, c'est ce qu'on appelle les ressources fiscales. D'accord? Cela vient du fisc qui fait référence donc aux impôts. Donc, vous avez tous les prélèvements obligatoires que nous avons au sein de notre pays. Donc, on y trouve aussi bien les péages, les droits qu'on prélève au niveau du péage, les droits qu'on prélève à la douane pour pouvoir dédouaner nos véhicules, nous qui sommes à la diaspora, pour pouvoir, quand on envoie des véhicules à Lomé. On y trouve la TVA, comme tu l'as dit tout à l'heure, la TVA que tout le monde, quasiment tout le monde paie une fois que vous achetez un bien de consommation, vous payez la TVA. La TVA est d'ailleurs appelée une taxe de consommation, dans le terme technique. Donc, cette ressource fiscale recouvre tous ces prélèvements obligatoires qui s'imposent aux contribuables. Ensuite, on a les recettes non fiscales. Les recettes non fiscales concernent tout ce qui est ressources d'exploitation, des ressources naturelles, d'accord, de l'État. Donc l'État, bien sûr, a le monopole de pouvoir faire exploiter certaines ressources que nous avons dans le pays, d'accord. Donc les phosphates, par exemple. Les phosphates, par exemple. Ok. Les phosphates, par exemple. Donc les dividendes que va toucher l'État dans le cadre de l'exploitation de ces dividendes-là, ce sont ces dividendes-là qu'on va appeler, par exemple, les ressources non fiscales. Voilà. Et vous avez aussi les domaines de l'État qui vont ramener, par exemple, les immeubles qui appartiennent à l'État, qui seront loués, les revenus que vont générer la location de ces immeubles vont rentrer aussi dans les caisses de l'État. On parle de recettes non fiscales. Il y a certaines amendes qui sont également des recettes non fiscales qui vont rentrer dans cette catégorie-là. Donc, vous avez ces deux grandes catégories de recettes au sein des recettes fiscales, au sein des recettes publiques. Maintenant, de l'autre côté, vous avez les dépenses budgétaires, les dépenses qui sont budgétées par l'État. Ouais. Et ces dépenses censées, voilà, ce sont les charges qui sont censées assumer l'État pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est par exemple les dépenses pour payer les fonctionnaires, ouais. Vous voyez, les dépenses pour payer les fonctionnaires, les dépenses pour investir. Donc, on a deux grandes catégories de dépenses là aussi. Ouais. C'est les dépenses de fonctionnement ou dépenses courantes, vulgairement qu'on appelle dépenses courantes, et les dépenses d'investissement. D'accord. 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 Et les dépenses d'investissement sont très importantes parce que c'est ça qui va être... C'est ça qui permet de construire les routes, les hôpitaux, les écoles, voilà. Et voilà, les infrastructures en général. Les infrastructures en général, voilà. Ce sont des investissements structurants. C'est ce qu'on appelle les investissements structurants. Ouais. C'est-à-dire, c'est des investissements qui vont permettre à bâtir notre pays. Exact, d'accord. Donc, à bâtir les structures de notre pays. Et il faut que, pour que ce budget soit viable, il faut que ces investissements soient productifs. C'est-à-dire qu'on doit normalement pouvoir construire une route et sachant que on va pouvoir permettre le développement commercial entre les zones qui seront aux abords de cette route. On va, financer la construction d'entrepôts au port dans l'espoir que ça va servir au commerce dans le port et ramener beaucoup d'argent donc à l'État en termes de dividendes. Voilà les dépenses. Maintenant, la règle de base, c'est que toutes les dépenses doivent pouvoir correspondre à nos recettes. Alors, d'accord? D'accord. Voilà, c'est-à-dire que les recettes doivent pouvoir normalement couvrir toutes nos dépenses. Et quand les recettes couvrent toutes nos dépenses, on parle alors d'équilibre budgétaire. C'est-à-dire que le bloc des recettes est égal au bloc des dépenses. D'accord. Voilà. Alors, d'accord. Alors, nous avons bien compris cette première phase. Alors, quand est-ce qu'on parle d'endettement? L'endettement public. Quand est-ce qu'on parle d'endettement? Voilà. On parle d'endettement public, ouais. Là, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand les deux blocs ne sont pas équilibrés. Ok. Parce que voilà. Si il y a plus de dépenses
que de recettes. Que de recettes, ça va générer quelque chose qu'on appelle le déficit budgétaire. D'accord? Ce déficit budgétaire va créer un besoin de financement. D'accord. Voilà. Parce que normalement, le budget est censé représenter toutes les ressources et toutes les dépenses d'un État. Il ne doit normalement pas avoir de ressources extra-budgétaires ou bien de dépenses extra-budgétaires. Donc, quand il y a un déficit, c'est-à-dire quand les dépenses prévues ou budgétées par l'État sont supérieures aux recettes budgétées par l'État, il y a un déficit, il y a un petit décalage. Et ce déficit-là va créer, donc, on va devoir le financer. On va devoir aller emprunter de l'argent pour pouvoir financer ce déficit, pour pouvoir rééquilibrer notre budget. Et c'est là où commencent en fait les endettements. En fait. Alors, quels sont les objectifs de l'endettement public? Alors, de façon simple. Voilà, normalement, quand on va emprunter comme ça, c'est pour, donc, en premier lieu, combler normalement notre déficit budgétaire. Et quand on comble notre déficit budgétaire, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est pour donc financer des dépenses de l'État, notamment des dépenses d'infrastructures, des dépenses d'infrastructures générateurs de revenus, ou bien des dépenses de fonctionnement. Mais il faut savoir que, comme l'État n'est pas une entreprise qui cherche des revenus, on va quand même essayer de rationaliser les dépenses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec les dépenses, l'argent du contribuable. Parce que je rappelle que les recettes qui financent les dépenses, ce sont composées de recettes fiscales et de non fiscales. Et la partie fiscale, prend une grande partie des recettes. Là, par exemple, à titre d'exemple, en 2024, sur les recettes fiscales, on va dire à peu près de 1200 et quelques milliards de francs CFA, il faut savoir qu'il y avait quasiment 1000 milliards de recettes fiscales, c'est-à-dire c'est des impôts. Il y a quasiment plus de 95% des recettes publiques qui sont financées par nos impôts. Et le reste, les 5 derniers pourcents sont financés par les recettes non fiscales, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les dividendes des entreprises publiques, les revenus des entreprises publiques, du domaine public, etc. etc. Donc voilà, l'endettement provient donc de ce déséquilibre entre les recettes et les dépenses. Et donc, ça va donc engranger donc, un besoin de financement et l'État va aller emprunter de l'argent pour venir combler ce déficit et pouvoir faire fonctionner, pouvoir équilibrer le budget. Maintenant, il faut savoir que la dette, le stock de dette aujourd'hui est composé donc, de tous les prêts qu'on a faits pour pouvoir financer notre déficit. Et on est à combien? Vous pouvez me donner une idée? Donc, actuellement, nous sommes à 4000. Si on prend que l'administration centrale, nous sommes à 330 milliards de francs CFA de dettes publiques, rien que de l'administration centrale. C'est-à-dire que nous ne prenons pas en compte la dette des entreprises publiques. Mais quand on ajoute la dette des entreprises publiques, nous arrivons rapidement à 4385 milliards de francs CFA, d'accord, de dette publique. Maintenant, il y a encore d'autres aspects. Il y a encore les dettes rétrocédées. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a cet aspect-là aussi qui est important à prendre en compte. Il y a des cas où l'État va contracter des dettes, mais pour le compte d'entreprises publiques ou bien d'autres entreprises privées même parfois. D'accord? Donc l'État va jouer une sorte d'intermédiaire parce que l'État a plus de, de garanties, l'État est plus... Est-ce que c'est ce qu'on appelle la garantie souveraine? Voilà, c'est la garantie souveraine. D'accord. Ça, il y a les prêts rétrocédés, mais il y a aussi la garantie souveraine. D'accord. D'accord. Donc, on a
Donc, c'est deux réalités différentes, mais qui ont quasiment les mêmes fonctionnements. Donc, quand on ajoute maintenant ces prêts rétrocédés, le stock de prêts rétrocédés et le stock de garanties pour lesquels l'État togolais s'est engagé, on arrive rapidement au 31 mars 2025 à un total de 4 580 à peu près de dettes publiques. 80 milliards 4 500 milliards. 4 500 milliards. Plus de 4 500 milliards de francs CFA au 31 mars 2025. 31 mars 2025. Voilà, sachant que ça comprend la dette de l'administration centrale, la dette des entreprises publiques, les prêts rétrocédés par l'État togolais et également les garanties souveraines. Voilà. Et quand on prend tout cela, nous sommes déjà à plus de 4 500 milliards. Alors, à quoi sert la dette que l'État togolais emprunte? Est-ce qu'elle sert à investir dans les infrastructures? Est-ce qu'elle sert à financer les salaires? À quoi ça sert effectivement cette dette-là? Exactement. Alors, c'est une très bonne question et j'avais prévu donc un graphique pour vous montrer clairement. On fait appel à la technique pour nous passer les graphiques. Voilà, si je peux faire appel à la technique. Pour nous passer les graphiques. Par exemple, la figure 9. La figure 9. La figure 9. S'il vous plaît, la technique. La technique est là. Voilà. La figure 9. C'est celle-là? 9. Non, c'est pas celle-là. La figure 9. Alors, la figure 9. Donc, il faut savoir, déjà on peut laisser celle-là. On peut laisser celle-là. On peut laisser celle-là, axe 3. Le gouvernement togolais avait sorti une feuille de route, 2025 pour communiquer sur ce qu'il fait concrètement. D'accord? Donc les différents projets qu'il finance, etc., etc. Et cette image-là que vous voyez, axe 3, c'est l'un des axes de la feuille de route, c'est l'un des axes de financement. C'est en gros ce qu'ils utilisent la dette pour faire. Donc là, sur l'axe 3, on peut dire qu'ils avaient prévu de moderniser le pays et de renforcer les structures. Donc dans cela, il y avait la digitalisation de 20 services publics. Il y avait le projet d'extension du réseau électrique avec les centres urbains, la construction d'une ligne de transport haute tension entre le Kara, Mango et Gataon. Il y avait le projet Waka. Voilà, ça c'est un peu ce qu'ils nous avaient vendu comme programme, d'accord, de ce qu'ils allaient faire concrètement avec non seulement le budget, mais également la dette qu'ils engrangent. Maintenant, au 31 mars 2025, nous avons, comment dire, le détail de ce qu'ils ont fait avec la dette. Voilà. Est-ce qu'il y a une figure? Est-ce qu'il y a une figure? C'est la figure 9. C'est la figure 9. C'est la figure 9. Et je pense que c'est très intéressant de s'arrêter quelques minutes sur cette figure-là. C'est celle-là? Pour comprendre un peu. Non, c'est pas celle-là. Après, encore après. C'est pas celle-là, après. Figure 9. Figure 9. Je pense que ça doit être tout en bas. Là, on y est presque. Voilà, la figure 9. Voilà la figure 9. Voilà, la figure 9. C'est un tableau. C'est un tableau qui est issu donc du bulletin statistique de la dette publique, qui est un document émis par le ministère de l'économie et des finances togolais. C'est-à-dire c'est leur propre document. C'est leur propre document. Et qu'ils émettent normalement tous les trimestres. Normalement, ils sont censés les émettre tous les trimestres. Donc là, avec un trimestre de retard, ça a été émis, donc, je pense, en juin ou juillet. Et ça s'arrêtait normalement au 31 mars. Donc, sur ce tableau, on peut voir à quoi a servi la dette, une bonne partie de notre dette. C'est la technique pour nous remettre le tableau, la figure 9.
Oui, oui, remettez le tableau, on peut remettre le tableau. S'il vous plaît. Et là, on va comprendre un peu le manque de discipline dans la gestion des finances publiques de l'État. Vous allez voir, et j'espère que les gens vont apprécier d'eux-mêmes le travail que fait cet État-là avec l'argent du peuple, quoi, des contribuables. Pour revenir en arrière. Ouais, on peut aller le temps que le tableau ne vienne. La technique, okay, alors, remettez-nous le tableau. Dans le tableau, on nous apprend que sur un total, donc je fais rapidement un petit aparté, la dette, on la divise souvent en dette intérieure, dette extérieure. Voilà, c'est le tableau, vous le gardez, vous ne le bougez pas. Voilà, vous le gardez, gardez-le. Vous pouvez zoomer un peu, si vous pouvez zoomer un peu sur le tableau qui est en haut, ça serait bien. Ouais, vous pouvez le zoomer un peu pour que les gens puissent suivre, voilà. Allez-y, monsieur Vitry. Voilà, donc sur ce tableau, vous avez le détail, d'accord, de la dette extérieure de l'administration centrale. Ouais. Et sur la dette extérieure, un total de 1800 milliards, on est en train de se rendre compte que on a utilisé 429 milliards rien que pour des activités de services administratifs et d'appui. Qu'est-ce que vous appelez les activités de services administratifs et d'appui? Alors, très bonne question. Les services administratifs et d'appui, ce sont donc les services de fonctionnement, d'accord, de fonctionnement des services administratifs de la fonction publique. On peut dire que ce sont les salaires, on peut y comprendre les salaires, on peut y comprendre les services qui sont payés pour appuyer, comment dire, le fonds, enfin, un service en particulier, par exemple. Tout ce qui rentre dans l'entretien de l'administration, le matériel roulant, les meubles, les salaires et tout, c'est ça? Exactement, exactement. Plus ou moins ça. Le matériel roulant rentre plus dans l'investissement, mais bon, on va dire que c'est à peu près ça. D'accord. Mais donc, vous avez ces services, c'est-à-dire que ce n'est pas des services productifs de richesse. Évidemment. Évidemment. Ce n'est pas des services qui produisent de la richesse. Non, ça engloutit juste de l'argent, voilà. Voilà, ça engloutit de l'argent. Donc là, on a 20%, on a 20% de la dette extérieure qui est consacrée, qui a été consacrée, 20% juste aux services administratifs. Alors qu'à côté, vous avez seulement 36 milliards qui sont consacrés à l'éducation, aux activités professionnelles, scientifiques et techniques. 36 milliards. C'est là où seulement 36 milliards sur les 1800 milliards. Parce que on peut penser que les activités scientifiques et techniques, on parle de laboratoire, ça c'est des activités à forte valeur ajoutée. Vous voyez, vous comprenez, normalement ça devrait être ça, les postes prioritaires sur lesquels on investit le plus. Mais là, on est en train de se rendre compte que c'est à peine, comment dire, 5% qui est investi qui a été investi dans ce domaine-là. Pire, on peut aller voir le service de la construction, des infrastructures et transports. On se rend compte que sur les 1800 milliards de dettes intérieures, ben, on a mis que 415 milliards pour des infrastructures et des transports. C'est-à-dire les routes et tout ça? Les routes, voilà, les routes, tout ce qui a trait au transport, tout ce qui a trait... D'où tous les chantiers qui sont abandonnés, qu'on voit là, qui sont abandonnés un peu partout dans le pays. Voilà, 415 milliards sur 1800 milliards de dettes extérieures. Pire encore, nous savons que nous avons au Togo beaucoup de problèmes d'eau, d'assainissement, de gestion de déchets notamment. Tout à fait. Et là, regardez, sur 1800 milliards de dettes extérieures, je vous donne dans le mille combien ont pu être utilisés pour pouvoir financer tout ce qui est infrastructure d'eau, d'assainissement et gestion. À peine 30 milliards. Sur les 1800 milliards, à peine 30 milliards ont été mis sur les infrastructures, l'eau, l'assainissement et tout ça. Et la gestion des déchets. La gestion des déchets. Voilà. On comprend pourquoi Lomé est totalement sale, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pratiquement rien, il n'y a pas d'extension des réseaux, les gens n'ont pas d'eau potable.
Exactement. D'accord. Exactement. D'accord. Là, ça situe un peu la priorité de cette gouvernance-là, si on peut l'appeler ainsi. Voilà, donc, et c'est ce genre de choses que pour plusieurs rapports... Et pourtant, Fagne Assingbe nous avait dit que son 5e mandat, je ne sais pas si c'était 4e, était un mandat social. Mais c'est le budget du mandat social qui est le plus squelettique sur le plan social. Exactement. Exactement. L'eau, par exemple, l'eau, assainissement, gestion des déchets, 30 milliards. La santé et les actions sociales, 165 milliards. À peine, même pas 10% de la dette extérieure. À peine 10%. Donc, voilà. Et bizarrement, moi, j'ai un peu fouillé dans ce document-là. Je vois qu'il y a une ligne là qui comprend à elle seule 369 milliards. Et cette ligne n'est pas ventilée. On nous parle là de plusieurs secteurs. Mais ce n'est pas ventilé. Donc ça veut dire qu'il y a une opacité totale. Sur cette ligne-là. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui a été affecté, mais on ne sait pas à quelle fin. À quelle fin, on n'en sait rien du tout. Combien, vous avez dit? 369 milliards. Ouais, qui flotte comme ça, on ne sait pas à quoi c'est destiné. On ne sait pas. En tout cas, ça n'a pas été ventilé dans le document. Voilà. Et ça, c'est grave parce qu'il y a des domaines, des secteurs comme l'eau, la production d'électricité, l'agriculture, qui ont fortement besoin de financement. Elles n'ont pas été, comment dire, approvisionnées en financement. En revanche, on voit qu'il y a quand même un secteur, enfin, il y a une ligne là, avec plusieurs secteurs, un titre plusieurs secteurs, qui a beaucoup de financement. Voilà, ça fait plus de 20%, plus du quart de la dette extérieure. Et c'est quelle ligne? A été affectée. C'est l'avant, alors, on va dire, la 3e ligne en partant du bas. 369 milliards. Plusieurs secteurs. C'est des fonds secrets, c'est des fonds, on ne sait pas à quoi c'est destiné. Il n'y a pas d'objectif précis, mais on voit quand même que dans leur propre document, il y a un 369 milliards qui flotte quelque part, mais on ne sait pas à quoi c'est vraiment destiné. Peut-être c'est pour les voyages, du prince, peut-être pour entretenir. On ne sait jamais quoi, on ne sait pas qui. On ne sait jamais. D'autant plus que le FMI a récemment pointé un détournement des projets, c'est-à-dire des sommes allouées à certains projets qui sont souvent détournées pour aller financer des dépenses de fonctionnement, des dépenses courantes. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller pour savoir quels sont vraiment ces secteurs-là qui ont absorbé plus de 20% de la dette extérieure de l'administration centrale. D'accord. Alors, quelle est aujourd'hui la structuration de la dette togolaise, structure de la dette actuelle du Togo? Donc la structure, on en a parlé un peu déjà, mais la structuration, c'est un peu ce dont je vous disais, c'est la dette extérieure, dette intérieure, la dette commerciale. La dette concessionnelle et tout ça. Voilà. Alors, on a deux grandes. Alors, si on peut peut-être me mettre le graphique 11. Le graphique 11, s'il vous plaît. Le graphique 11. Le graphique 11, s'il vous plaît. Juste suivant. Comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. De toute façon, dans les dictatures ou dans des régimes en Afrique, il y a bien beaucoup de choses qu'on cache aux citoyens. On a vu Macky Sall, toute la dette laissée par Macky Sall, qui est une dette qu'on a découvert. Aujourd'hui, on sait qu'au Togo, les mêmes pratiques se font. Il y a de l'argent qui prend des destinations inconnues, qu'on affecte à d'autres objectifs, c'est pourquoi cet argent a été pris sur le marché de la dette. Et donc, demain, il ne serait pas surprenant qu'il y ait des milliards et des milliards qui ont pris des destinations inconnues sous Fagne Assingbe. Ça, c'est clair. Je laisse la technique te chercher le graphique. Je ne sais pas si l'on a déjà trouvé. En attendant que ça vienne, donc je vous avais parlé tout à l'heure du total de la dette totale, enfin de la dette publique. Est-ce que c'est le graphique? C'est celle-là, voilà. Voilà, c'est bon, on garde le graphique, oui. Voilà, donc là, on a la structure de notre dette publique. Sans rentrer trop dans les détails, mais on a globalement l'essentiel. Ce qui est rouge, c'est la dette intérieure. Ce qui est rouge, c'est la dette intérieure. Alors, c'est grave parce que c'est beaucoup de dettes obligataires. C'est beaucoup de dettes obligataires. Ça veut dire, donc, la dette obligataire, c'est quoi? C'est la dette qui sont...
c'est la dette qui est prise, en fait, en échange de titres sur le trésor public. Ok. Vous voyez, c'est-à-dire que ceux qui contractent, ceux qui paient ces titres-là, Ouais. détiennent, comment dire, des titres sur nos impôts, Ouais. nos finances publiques, etc., D'accord. etc. Voilà. Ok. Donc, on va dire que la dette obligataire en matière de finances publiques, Ouais. c'est l'une des dettes les plus, on va dire, graves Ok. qui puissent exister. Pour un pays. Voilà. Et donc, Pour un pays. c'est elle qui est en rouge là. C'est celle qui est en rouge là. Ok. Voilà. Celle qui qui est... constitue donc la majorité Ouais. de notre dette publique. Ok. Et celle qui est en rose, celle qui Et est... alors, en vert, non, orange vert, plutôt. c'est la dette... Ah, pardon. Où? Allez. Ouais, en vert. En vert, c'est quoi? En vert, c'est la dette extérieure. Ouais. Et cette dette extérieure-là est plus composée par une dette bilatérale. Donc, ce qu'on appelle dette bilatérale, c'est des États qui aident le Togo, par exemple, par des aides publiques au développement. Ouais. Comme la France, comme l'Union européenne, comme les États-Unis, comme la Chine et tout ça. Exactement, qui font de temps en temps des aides comme ça. Ça représente une très petite partie. Ouais. Mais il y a surtout les dettes concessionnelles dans les dettes extérieures. C'est les dettes qui sont contractées auprès du FMI, de la Banque auprès mondiale, de la Banque mondiale, ouais. auprès de la Banque africaine de développement, la Banque arabe et tout ça. La banque, voilà. Et tout, c'est ce qu'on appelle la dette multilatérale. Ouais. Et ça représente plus de 60% dans les dettes extérieures. Donc ça, c'est un gros morceau également, ouais. Puisqu'on sait que le FMI, quand le FMI contracte, fait ses prêts, il les accompagne, ouais. De conditions très restrictives. Exactement. De contraintes, tout ça, oui. Voilà. Quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, ouais. On voit que, d'ailleurs, le FMI et la Banque mondiale sont les plus gros créanciers, ouais. Du Togo aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on les entend venir essayer d'auditer la dette. Ouais. Pour scruter la dette, analyser la gestion de notre finance publique. Donc, on a cette dette extérieure. Mais en plus de ça, on a la dette commerciale. C'est-à-dire que l'État va se comporter comme un agent économique ordinaire, ouais. Et aller devant des banques, ouais. Souvent des banques étrangères, ouais. Pour aller prêter de l'argent, okay. À des taux souvent qui ne sont pas des taux, souvent c'est des taux un peu usuriers, ouais. Mais c'est des taux importants. Donc voilà, c'est une situation qui est quand même assez inquiétante, compromettante, ouais. Pour l'État. Alors, ce qui est en orange, c'est quoi? Ce qui est en orange, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les prêts rétrocédés. Ok. Donc c'est des prêts que l'État a pris, que l'État a contracté lui-même, mais pour le compte d'autres entreprises. Alors, et ce qui est en bleu? Et ce qui est en bleu? Et ce qui est en bleu, ce sont les dettes des entreprises publiques, telles CET, TDE, ouais. SNPT, etc., etc. Alors, quand est-ce qu'on parle de la soutenabilité ou de l'insoutenabilité de la dette? Nous sommes en train d'avancer dans le débat. Et où en est aujourd'hui la dette togolaise? Est-ce qu'elle est soutenable? Est-ce qu'elle est insoutenable? Très bien. Si on peut me ramener le graphique numéro 3, s'il vous plaît. Le graphique numéro 3. On voit deux graphiques numéro 3. Il y a des auditeurs, ceux qui nous suivent, qui disent où est-ce qu'ils peuvent trouver le document de cet exposé. On pourra vous le fournir après, il n'y a pas de souci, avec notre compatriote Ditri. On pourra vous partager ça avec vous. Il n'y a pas de souci. Voilà. Document 3, c'est encore un peu en haut. En bas, pardon. Vous décalez un tout petit peu. C'est un travail assez sérieux qu'on essaie de faire parce que ce sont des sujets qui ne sont pas souvent débattus dans l'opinion. C'est ça le document? C'est ça? Voilà, c'est celle-là. Ok, celui-là, c'est cette ouais. figure-là. Ouais. Et une petite parenthèse. Ouais. Nous animons une page Facebook dont le nom est Analyse citoyenne de la gestion des finances publiques. Analyse citoyenne de la gestion des finances publiques. C'est une page qui est animée par notre frère Ditri et ses amis. Donc, vous pouvez vous renseigner aussi sur cette page-là. Il y a aussi notre frère Pacom Mugué
qui fait aussi des publications sur les questions financières sur sa page, je pense, X, donc Twitter. Donc il y a suffisamment aujourd'hui de compatriotes qui font un travail de fond que nous essayons de relayer. Ce qui n'est pas l'habitude, hein. On n'a pas pris l'habitude de faire ce genre de boulot, donc ce travail se fait aujourd'hui énormément. Et donc voilà, donc analyse citoyenne de la gestion des finances, vous pouvez trouver cette page-là sur laquelle il y a beaucoup de choses qui sont publiées. Et voilà, donc on continue. Analyse citoyenne de la gestion des finances publiques. Ouais, et donc la soutenabilité de la dette publique, en fait, ou viabilité de la dette publique, ouais, c'est l'aptitude, en fait, de l'État à pouvoir rembourser ses emprunts, d'accord, ouais. Et c'est une analyse qui repose sur le respect des critères de convergence de l'UEMOA, ouais, et d'autres paramètres comme la capacité à mobiliser, ouais, des recettes publiques. Donc, et si on peut descendre un tout petit peu le tableau. Le tableau. Ouais. Donc la soutenabilité, quelque part, c'est... Non, le descendre, non, le descendre, juste le descendre, pas le faire partir, le mettre plus bas. Non, non, ouais, voilà, le mettre un peu plus bas, parce, ouais, qu'il n'était pas bien cadré. Il n'était pas bien cadré. Mais la soutenabilité, en fait, ouais, analyse la solvabilité, en fait, ouais, d'un État. Ouais. Voilà. Donc, elle nous permet de savoir si, bon, ben, écoutez, notre État, est-ce qu'on vit au-dessus de nos moyens ou pas? Ouais. Voilà. Est-ce que ça, c'est la grande question? Est-ce que nous dépensons plus qu'on en possède? Est-ce qu'on fait plus de gabegie, on fait plus de ci, de ça, tout ça? Voilà. Est-ce que c'est devenu une habitude ou bien, ouais, est-ce qu'on essaie de lutter contre ou pas? Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, après les analyses qui ont été faites, l'analyse de viabilité de notre dette publique, ouais, qui ont été faites par les organismes tels l'OCDE, ouais, le FMI, la Banque mondiale, ouais, la Banque africaine de développement, ben, je suis désolé de vous apprendre que le Togo est aujourd'hui dans une zone de risque élevé de surendettement. C'est-à-dire? En matière, concernant sa dette globale, c'est-à-dire que le Togo est dans une zone où il se peut que dans peu de temps, nous ne soyons plus capables de pouvoir rembourser nos dettes. Voilà. Rembourser les échéances de nos dettes. Ah, parce que nous sommes en dette. Oui, mais selon les critères de l'UEMOA, nous sommes à combien de pourcentage aujourd'hui? Est-ce qu'on a atteint le seuil de l'insoutenabilité? Exactement. Donc, normalement, dans les critères de l'UEMOA, on a différents critères, hein, mais les plus importants, c'est que la dette publique ne devait pas dépasser 70% du PIB. On en est à combien? Aujourd'hui, nous sommes à 72. Ah ouais? 12% du PIB. Ah ouais? Voilà. Par rapport au PIB 2024, nous sommes à 72% d'endettement. Ah ouais? Et il y a aussi un critère important qui est le déficit public, c'est-à-dire à quel point nous dépassons nos recettes en dépenses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le déficit, c'est-à-dire quelle est notre habitude à mieux gérer notre budget. Donc, dans cette analyse-là, on a vu que notre déficit budgétaire est à 6%, alors que normalement, le critère de convergence est de 3%. On est au double. Bon, on a doublé, ouais, le seuil à ne pas dépasser, on l'a doublé. Donc, on va dire qu'en termes de discipline budgétaire, nous sommes l'un des mauvais élèves. Je ne veux pas dire le pire parce que je ne connais pas la situation de tous les autres pays de l'UEMOA, mais nous sommes l'un parmi les plus mauvais élèves de la zone UEMOA. Donc, le tableau que je vous ai mis là, je voulais l'analyser rapidement. Ouais, allez-y. Parce que sur le premier tableau, ouais, on peut voir qu'on a une première courbe en haut, ouais, qui est la courbe rouge. Ouais. Cette courbe rouge-là, c'est la courbe de notre dette. Okay. C'est la courbe du ratio de notre dette par rapport au PIB. Voilà. D'accord? Donc, ce ratio a fortement baissé en 2010, ouais, suite à
l'éligibilité du Togo au programme PPTE. Tout à fait. Petit pays. Autant de Rumbo, voilà. Voilà, autant de Rumbo qui a fait un excellent travail et qui a fait qu'on nous a délesté d'une bonne partie de nos dettes. D'accord. Et on est passé de plus de 1500 milliards de dettes à près de 750 et quelques milliards. Donc presque la moitié de la dette togolaise nous avait été, on va dire, entre guillemets, effacée, parce qu'elle n'a jamais toujours complètement effacée. Et dès que ça a été effacé, on a repris la fête, on a chassé Rumbo et puis on a repris la fête pour dépenser. Voilà, voilà. Et dès que ça a été effacé, et là, vous voyez que tout de suite après, 2010, on a repris les mauvaises habitudes. C'est comme, comme dans le film de Un prince à New York, lorsque le gars, le prince, il a donné les billets à ce clochard-là qui réveille son frère et dit « Ah, c'est reparti !» C'est reparti, dans les mêmes travers. Alors que normalement, non, parce que normalement, cette procédure de PPTE devait nous servir à pouvoir faire de nouveaux investissements, de nouveaux prêts, mais pour pouvoir financer des investissements qui devraient être plus productifs et nous permettre d'avoir une meilleure croissance. Donc là, la courbe que vous avez tout en dessous, là, la courbe verte, là, c'est la courbe de la croissance économique, c'est-à-dire la courbe de notre PIB. Et là, normalement, si les dettes étaient bien investies dans des infrastructures productives et tout, normalement, plus la dette augmente, plus la courbe verte devrait augmenter. D'accord. Voilà. Donc après 2010, on a repris les mauvaises habitudes, la Java a repris, la croissance a stagné. Tout à fait. La croissance a stagné pendant que la dette s'est envolée. Et c'est ce que vous voyez là sur les deux courbes. Je rappelle que Fonya Simbe a fait des études d'économie aux États-Unis. Tu peux continuer. Là, on peut dire que... Là, je peux vous dire que ça, c'est le b.a.-ba de l'économie. Je pense que quelqu'un qui a fait de l'économie, normalement, on ne peut pas avoir ce genre de choses. Parce que ce qui est, ce qui est pris en compte pour même évaluer la solvabilité de l'État, c'est-à-dire le ratio, c'est quel ratio, pardon? Le ratio dette sur les recettes publiques, c'est-à-dire ce dont on parlait un peu plus tôt, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir rembourser ou bien à pouvoir générer des recettes par rapport à l'endettement que nous sommes en train de contracter. Même ce ratio-là témoigne clairement que nous sommes complètement largués. Et c'est ça l'autre graphique que vous voyez en dessous. D'accord. Normalement, c'est un peu comme les particuliers. Quand vous allez emprunter, on va prendre, vos capacités financières et on va estimer que si vous gagnez tant par mois, on ne peut pas vous emprunter au-delà de ce montant-là. Donc, on est resté dans la zone verte pendant 5 ans à peu près. Et puis, on a basculé dans la zone rouge. Et on est reparti dans la zone rouge. Et aujourd'hui, en 2025, au 31 mars 2025, le ratio dette-recette publique est à 410%. C'est-à-dire qu'on vit au-dessus de nos moyens. On vit 4 fois au-dessus de nos moyens. Ok. Alors, quels sont aujourd'hui... quel est l'impact aujourd'hui de cette situation sur les Togolais? Parce que là, on est obligé d'aller chercher encore de l'argent sur le marché financier. On va vers le FMI qui nous fait des facilités élargies de crédit avec des conditionnalités. Quel est aujourd'hui l'impact de cette situation sur les Togolais? Voilà, d'accord. Donc déjà, le premier impact, on va dire, sur l'État, c'est que l'État ne peut plus faire ce qu'il veut. Avant, on s'amusait, comme vous pouvez voir sur le graphique, on s'amusait à s'endetter alors qu'on n'a même pas de capacité à pouvoir rembourser. On s'amusait à s'endetter comme on veut. Et nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui à plus de 400%, de notre capacité à rembourser. Donc, il y a forcément des choses qu'on ne peut plus faire. L'impact le plus rapide, le plus pressant, c'est la réduction de notre capacité à financer notre développement. Ça veut dire qu'on peut dire adieu à plusieurs projets structurants.
Et il y a 20 ans, Ford nous a promis l'autoroute. 20 ans après, il n'a jamais fini les études de l'autoroute, les études de faisabilité. Il nous a promis les rails. Il n'a jamais fini les études des rails. Même les petites rues à Lomé, quand on a lancé certains travaux qui ne sont jamais terminés. Donc là, ça veut dire quoi? Qu'on ne va jamais finir ça? Ou bien on va aller faire Gadiga chez le Haoussa qui est au Grand Marché? Ou bien comment on va faire? En tout cas, dans l'état actuel des choses, on ne peut rien faire. On ne peut plus se hasarder dans des grands projets faramineux. Ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, donc la jeunesse togolaise ne peut pas avoir un hall des sports, ne peut pas avoir un centre, ne peut pas rêver d'un centre culturel, ne peut pas rêver de jolis stades, ne peut pas rêver des écoles modernes, rien du tout. Rien de tout cela. Alors, il y a un si. Parce que le FMI dit, c'est pour cette raison d'ailleurs que le FMI est présent chez nous, ouais. Moi je peux continuer à vous emprunter de l'argent, ouais. Mais à des conditions beaucoup plus restrictives. Ouais. Et surtout, si vous suivez un programme que je vais vous imposer. Ok, c'est-à-dire que dans les années 70 ou 80, on va retomber dans l'ajustement structurel. En fait, c'est ça. Merci. Okay. C'est ça. Parce que ce qu'ils disent du Togo, c'est que notre dette publique est soutenable, ouais. Sous programme, okay. Sous condition d'avoir un programme. Ok. Voilà. D'ailleurs, si vous... enfin, je voulais en parler un peu plus tôt, mais ouais. Je peux revenir là-dessus. C'est que d'habitude, on s'amusait, enfin le gouvernement s'amusait sur le marché régional. Ouais, aller chercher chaque 2 semaines 30 milliards là. On voit souvent les émissions, les bons de trésor. 30 milliards ouais. À vendre des bons du trésor, ouais. Des obligations assimilables au trésor, ouais. Quasiment tous les... Voilà. Et maintenant, ils ne peuvent plus le faire parce que aujourd'hui, on leur demande des taux d'intérêt qui dépassent l'entendement. Très élevé. Aujourd'hui, les obligations, nos obligations à 3 ans, 6 ans, 10 ans, voire plus de 10 ans, les taux d'intérêt qu'on nous impose, c'est les mêmes taux d'intérêt qu'on pratique par exemple au Burkina Faso, qui est un pays en guerre. Ah ouais. C'est les mêmes taux qu'on pratique au Mali, qui est un pays en guerre, au Niger, qui sont des pays en guerre. Ouais. Donc, il y a vraiment un problème, c'est qu'il y a une mauvaise gestion. C'est normal. Déjà, on est dans la des finances publiques. Ouais. Mauvaise gestion des finances publiques et mauvaise stratégie d'endettement. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes bien coincés et la seule solution pour sortir de ça, moi à mon avis, c'est de changer cette gouvernance-là parce que, écoutez, alors, ça fait 20 ans une question. Faire leur preuve. Voilà, on va vers la fin, mais 2 dernières questions. La dernière fois, le FMI nous a fait une facilité élargie de crédit de 62 millions de dollars, un truc de 30 milliards ou 38 milliards. Et 36 milliards décaissés, 36 milliards décaissés, assortis de conditionnalités, c'est-à-dire que bientôt on aura l'augmentation des prix de l'électricité, éventuellement de l'eau et la privatisation de l'UTB. Est-ce que le Togo, qui est un pays souverain, qui a les phosphates, qui a le clinker, qui a le marbre, qui a le fer, qui a le manganèse, qui a un port à l'eau profonde, le Togo ne peut pas lui-même trouver 36 milliards? Le Togo est obligé d'aller chercher 36 milliards auprès du FMI et accepter les conditions drastiques du FMI. Combien le port autonome de Lomé produit par an, M. Ditry? Alors, le port autonome, d'après les rapports du CNUSED, c'est une commission de l'ONU, des Nations Unies, dit que, voilà, en 2012, le port générait 350 milliards de francs CFA par an, en 2012. Et dans les 2020, ils ont refait une autre analyse 2020-2023. Ils ont remarqué que le port générait plus de 1300 milliards de francs CFA de revenus chaque année. Le port autonome de Lomé. 1300 et quelques milliards de revenus chaque année. Selon une analyse de la CNUSED. Et cet argent part où? Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans les rapports de la Cour des comptes, l'État ne capte qu'à peine 1 milliard de dividendes sur les activités du port autonome de Lomé. C'est-à-dire sur les 1300 et quelques milliards que rapporte le port selon ce rapport de la CNUSED,
il n'y a que 1 milliard qui soit versé au trésor. Voilà, exactement. Donc, les 1300 milliards, disons que les 1300 milliards disparaissent. On ne sait pas où c'est. Ça disparaît, ça disparaît. En tout cas, on n'a pas de traçabilité, on n'a pas de ventilation claire de comment sont dit. D'ailleurs, le port autonome de Lomé, qui est une entité publique, nous avons découvert dans des rapports de la Cour des comptes que cette entité n'avait pas de logiciel comptable jusqu'à il y a 10 ans. Oui, c'est-à-dire le port autonome de Lomé, il y a 10 ans, il n'y avait pas de logiciel de comptabilité. Non. C'est-à-dire, on écrivait les recettes sur un papier, les sorties sur un papier volant. Donc, il n'y a pas de comptabilité. Il n'y avait pas de comptabilité. Voilà. Autonome de Lomé. Ok. Et ça, c'est la Cour des comptes même qui le dit. Hein. C'est la Cour des comptes. Hein, qui a de cela 10 ans, le port autonome de Lomé était géré sans logiciel de comptabilité. C'est-à-dire, même le petit vendeur qui est au marché, au moins, il sait combien il sort, combien il rentre. Au port, il n'y avait rien. Okay. Pas de logiciel, pas de contrôle interne. Ouais. Et même le contrôle externe, c'était très difficile parce que la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, l'inspection générale des États n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir effectuer les contrôles. On leur met beaucoup de bâtons dans les roues. Mais ce qu'ils ont fait nous ont révélé beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'anomalies dans la gestion du port autonome de Lomé. C'est très grave. Alors, comment on peut comprendre qu'un pays qui a un port en eau profonde et une plateforme de transbordement comme la LCT, et qui a des revenus de 1300 milliards par an. On a les phosphates qui produisent aussi autant d'argent. Ce pays n'a pas 36 milliards. Ce pays est obligé d'aller demander au FMI de lui prêter 36 milliards assortis de conditions, à savoir l'augmentation de l'électricité, de l'eau et la privatisation d'une banque. Comment on peut comprendre ça? Ben écoutez, ça c'est la seule explication, c'est la mauvaise gestion des finances publiques. Une mauvaise gestion, une absence de volonté, on va dire, protectionniste, en tout cas nationaliste, dans la gestion économique du pays. Parce que je rappelle qu'en plus du port autonome de Lomé, on a plusieurs activités. Enfin, dans le secteur minier, dans le secteur extractif, il y a plusieurs sociétés minières au Togo qui font beaucoup d'argent. Ouais. On prend Wassem par exemple. Bon, voilà. Ouais. On prend Wassem, ouais. On prend Scan Togo. Scan Togo. Scan Granu Togo. Ouais. Toutes ces sociétés, il y a Pomar. Ouais. Voilà. Et toutes ces sociétés qui sont là, on a même découvert là, avec dans le rapport de l'ITIE 2022, que il y avait eu plus de 4 000 milliards d'or qui ont été exportés depuis le Togo en 2022. Vers Dubaï. 4 000 milliards. 4 000 milliards d'or. Oui, vers Dubaï. Ouais. On avait les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis. 4 000 milliards d'or, oui. Et il n'y a pas un seul franc qui a été capté par l'État togolais. Ouais. Quand les auditeurs... C'est comme le pétrole de contrebande. Quand on va au Gabon, personne ne voit la trace. Exactement. On ne voit aucune trace. Oui, personne ne voit aucune trace. Et on nous dit que le Togo n'exploite pas de pétrole, ou bien il n'y a pas de pétrole au Togo. En tout cas, bref. Tu connais mieux ce sujet que moi. Exactement. Mais ce qui est encore hallucinant, c'est que quand les auditeurs de l'ITIE sont partis voir les agents de l'OTR et la direction générale des mines et tout ça, pour leur demander, mais attendez, est-ce que vous êtes au courant quand même qu'il y a eu plus de 4 000 milliards qui sont sortis en 10 ans de votre pays en or, de contrebande, je ne sais quel, et que vous auriez pu capter, ne serait-ce que... Il y avait une taxe, normalement, pour 2000, pardon, c'était pas seulement en 2022 qu'il y a eu les 4 000 milliards d'or, c'est sur 10 ans. Oui, c'est sur 10 ans. En 2022, il y a eu 700 milliards d'or qui ont été exportés vers les Émirats Arabes Unis. Rien qu'en 2022, c'est-à-dire 1,6 milliard de dollars. Ouais. Et je rappelle que c'est de l'or de contrebande venu de pays du Sahel. Voilà. Aucun contrôle dessus, puisque les agents de l'ITIE nous disent que si on avait, ne serait-ce que appliqué une petite taxe à la frontière, on aurait pu capter 54 milliards.
déjà 54 milliards, tu vois, on n'aurait pas besoin d'aller faire un prêt de 38 milliards sur, alors je précise... Sur, 54 milliards, on aurait déjà fait un boulevard pour aller à Vaughan. La route de Vaughan, c'était 26 milliards. Voilà, voilà. C'est hallucinant. Ouais. Et je précise d'ailleurs, pour revenir sur les prêts obligataires ou bien les bons, la vente des bons qu'ils faisaient sur le marché UMO à titre, il faut savoir que quand ils empruntaient chaque semaine, là, 30 milliards par semaine, en vendant des bons ou des obligations, ils devaient les rembourser, c'était des dettes à court terme. Ouais. Donc ils devaient les rembourser au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois pour la plus. Là, le 30 juin, la somme qui a été décaissée de 36 milliards, la somme de 36 milliards qui a été décaissée par le FMI, c'est un prêt concessionnel. Donc c'est un prêt qui est fait sur une plus longue période, c'est-à-dire souvent c'est 10 à 20 ans. Ouais. D'accord? Pour une plateforme analyse citoyenne de la gestion des finances publiques du Togo, nous avons mais le Togo est devenu un pays en état de mort clinique, économiquement parlant. Parce que malgré son potentiel, on survit aujourd'hui grâce aux perfusions et à l'assistance respiratoire du FMI et de la Banque mondiale. C'est-à-dire que les prochains jours seront difficiles. Les prochains jours seront difficiles. Là, pour un prêt de 36 milliards qu'on doit rembourser sur plus de 15-20 ans, on nous demande déjà d'augmenter les tarifs d'électricité et d'eau, de baisser les dépenses sociales. Qu'est-ce que ça va être? Parce que je rappelle que cette facilité élargie de crédit porte sur un total de plus de 266 milliards. Tout à fait. C'est l'accord qui a été, c'est l'accord qui a été donné et donc ça va être décaissé en tranches. Voilà, ça va être décaissé en tranches. C'est l'accord qui a été donné en mars 2024. Et ça doit être normalement être décaissé par tranche. Et là encore, c'est encore un signal pour montrer que nous sommes dans une configuration de mauvaise gestion. C'est que avant, on décaissait sans trop poser de questions. Aujourd'hui, on décaisse après avoir réalisé des revues, des analyses, quasiment tous les 3 mois, pour s'assurer que là, il y a une bonne santé financière de l'État avant de décaisser l'argent. Donc, il y a déjà un petit pas, on va dire, de la part du FMI. Avant les revues, il y en avait, mais ça n'était pas aussi contraignant que celle-là. Et c'est dans cette situation d'un pays sous perfusion qu'on multiplie les institutions budgétivores. Le Sénat, on augmente le nombre de députés, on crée le Sénat. Les présidents de région. Les présidents de région, les gouverneurs, tout ça vont venir greffer encore le budget de l'État. Ça va rentrer dans ce que nous avions appelé tout à l'heure les dépenses, voilà, les dépenses de fonctionnement dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà. Donc nous avons une administration qui engloutit des milliards, mais qui ne produit pas de richesse, parce que l'administration, par principe, ne produit pas de richesse. Et donc, au lieu de réduire les dépenses publiques, de lutter contre la corruption, on continue de créer des structures qui seront financées par l'argent que l'État va emprunter sur le marché financier. Exactement. Ça, c'est vraiment... cet argent aurait pu servir à construire... les hôpitaux, les centres de santé, à faire des routes, à donner des bourses aux étudiants, à donner des bourses aux élèves, des laboratoires. Voilà. On utilise ça pour financer des fonctionnaires, des gouverneurs, des sénateurs, dont on ne sait pas du tout quel est l'utilité, l'opportunité ou l'utilité. Donc, voilà, faute d'une discipline budgétaire stricte et d'une gouvernance responsable, la dette publique n'est soutenable donc aujourd'hui qu'à la condition d'une prise de contrôle de notre économie par le FMI. Et c'est ce que nous voyons déjà, c'est ce qui est amorcé là, avec l'audit, l'évaluation des finances publiques qui sera engagée ce mois-ci, à partir de ce mois-ci par le FMI. Tous les signaux d'alerte sont au rouge. Pire, les dirigeants qui ont tenu les rênes du pays sans partage durant 20 ans n'assument absolument rien. Et ça se voit dans leur action. Ils s'enrichissent pendant que plus de 60% de la population vit dans l'insécurité alimentaire, pendant que 51% de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 23 000 francs CFA par mois, sans eau potable ni électricité. Quand je dis 23 000 francs CFA par mois, c'est moins de $1
moins de 500 francs par jour. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir 500 francs par jour, qui n'arrivent même pas à avoir 20 000 francs de revenus par mois. Pendant qu'on est en train de nous construire, on est en train d'empiler les organes administratifs, les sénats, les régions, les gouverneurs et tout. On a des gens au Togo qui ne vivent pas, qui ne mangent pas 3 repas par jour. Et ça se compte jusqu'à 6 personnes sur 10. Plus de la moitié. Merci beaucoup. En plus de cela, on vous laisse conclure. En plus de cela, la majorité des jeunes est désespérée et saisit toutes les occasions pour fuir le pays. Les biens et services de base tels que les soins de santé, l'éducation, les services publics et même la nourriture 3 fois, comme je disais tout à l'heure, sont devenus un luxe. C'est inadmissible. Donc, face à cette situation catastrophique, il devient urgent que le peuple se lève comme un seul homme le 30 août prochain, comme le mot d'ordre a été donné par le mouvement M66, pour mettre fin à cette gouvernance suicidaire qu'on qualifie de suicidaire. Il en va aujourd'hui de la survie même de la nation togolaise. Donc, tous dans la rue, le 30 août prochain, pour réclamer nos droits, pour reprendre notre destin en main, pour reprendre notre pays en main, pour redonner vie à notre pays, qui est totalement en déliquescence économique. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Ditri. Et je salue aussi votre collègue Milawe. Et les gens ont dit dans les commentaires que Ditri a vraiment fondé la vie de Lomé, de par son exposé assez pertinent. Et je rappelle au passage que j'ai été informé tout à l'heure pendant le live que la route Sokole-Bassar, dont je viens de parler tout à l'heure, est bloquée à cause d'un accident depuis hier dans le Malfa-Kassa. Et cette route, c'est aussi un bordel depuis des années par l'entreprise tunisienne Soroubat, qui a eu ce marché, une route de 50, je pense une cinquantaine de kilomètres, qui devait être achevée en 24 mois. Là, ça fait 3 ou 4 ans que l'entreprise peine à avancer. Soroubat, c'est une entreprise qui est parrainée par Gilbert Bahara. Et de temps en temps, ils font des cadeaux à Gilbert Bahara, ils construisent des villas aux maîtresses de Gilbert Bahara, ou bien ils vont rénover le ministère de Gilbert Bahara. Et donc, voilà comment le Togo fonctionne. Et donc, on dit infiniment merci à notre compatriote Ditri, qui a pris de son temps pour venir faire cet exposé sur la dette. C'est un débat intéressant que nous devons faire pour éclairer la lanterne de nos compatriotes. Ceux qui cherchent le document de l'exposé, ils peuvent approcher Ditri ou m'approcher. Ditri va le publier aussi sur la page Facebook qu'il a annoncé tout à l'heure. Vous pouvez retrouver le document là-bas. Analyse citoyenne. Analyse citoyenne. De la gestion des finances publiques. Analyse citoyenne de la gestion des finances publiques. C'est la page sur laquelle il anime souvent les débats. Et je pense fondamentalement que ce genre d'explications, nous en avons besoin pour éclairer notre peuple, pour éclairer les Togolais. Ce n'est pas des débats qui ont eu lieu pendant des années dans les partis politiques, dans les sociétés civiles, tout ça. Chez les universitaires, les intellectuels, il n'y a pas suffisamment ce genre de débat sur nos médias. Mais je pense qu'il est temps que de temps en temps, nous invitons des experts pour venir nous parler de ces questions qui impactent la vie quotidienne de nos populations, de nos concitoyens. Et je tiens à dire infiniment merci au frère Ditri qui a pris tout l'après-midi pour nous accompagner sur cette question de la dette. Merci, tous les collègues te remercient, la technique, tous ceux qui sont en ligne te remercient pour ta disponibilité, ta bonne volonté et surtout la pertinence de tes analyses et des documents que tu as échangés avec nous ici. Nous allons mettre... Je pense qu'il y a des raisons de plus d'aller dans la rue le 30 août prochain pour dire à Fonia Singbe, on en a marre de cette gestion calamiteuse, de cette gestion humanicide, populicide, liberticide, économicide, si vous pouvez parler ainsi. Voilà, on ne sait pas où il a fait vraiment ses études d'économie pour gérer un pays comme ça. Les gens comme Talon n'ont pas fait de très grandes études d'économie, mais on a vu comment ils ont relevé un pays en 10 ans. Et je pense que nous avons besoin d'un véritable leader pour le Togo, pour relever ce pays-là de tout ce qui se passe. Si la technique est prête avec la vidéo, vous pouvez aligner tous les mots, tous les mots licides là, vous pouvez les aligner dans les commentaires. Et merci infiniment. Ça a été un live très long, mais assez enrichissant. Très pertinent et je vous dis merci tous ceux qui ont pris le temps, tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant.
Je salue au passage Madame Nyakade et tous ceux qui nous suivent dans ce travail de fond que nous faisons. En 2005, je vais vraiment retrouver cette vidéo-là. En 2005, dans un débat au Togo, je tiens toujours à rappeler cet épisode-là. En 2005, dans un débat avec les jeunes du RPT à l'époque, j'avais dit, on avait fait ce débat à l'hôtel 2 février, pratiquement vers le dernier étage, dirigé par le doyen Guy Mario à l'époque. J'avais dit, ceux qui nous vantaient fort à l'époque, je leur disais que votre histoire de Fort Gnassingbé, c'était les mots pour mots que j'ai alignés, que votre histoire de Fort Gnassingbé, c'est une nouvelle sauce dans une vieille marmite. Ça ne produira absolument rien. Le jour-là, quand je suis sorti du débat, Pitan Tchala a failli m'étrangler parce que c'était sur sa télévision. Et c'était à l'époque où il y avait des miliciens dans les rues, les militaires qui frappaient les gens. Moi-même, quand je suis sorti, je suis rentré à la maison le lendemain, les gens me voyaient comme un extraterrestre, comme une pensée prémonitoire. Depuis 2005, je l'ai dit comme ça, que votre histoire de Fort Gnassingbé, c'est une nouvelle sauce dans une vieille marmite, ça ne produira rien. Aujourd'hui, les résultats sont là. Je pense qu'il y a 20 ans, je ne me suis pas trompé dans mes analyses et je rends grâce à Dieu. Donc, la vidéo de Madame Nyakade, s'il vous plaît. Tométricide, fratricide, et merci. Togolaise, Togolais. Allez-y. Allez-y, la technique. Chienficide. Allez-y, s'il vous plaît.